Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Et oui, on poursuit cette série qui s'intitule Conseils essentiels et pratiques pour les papas de préado. On est à la partie 3. On a vu la semaine passée, la semaine dernière, le développement des besoins émotionnels, sociaux et hormonaux des 9 à 11 ans. Et cette semaine, on va voir le développement cognitif des préados. Parce que les années entre 9 et 11 ans représentent une période qui est cruciale dans le développement cognitif des enfants. Oui, parce que l'intelligence peut être définie à ce stade-là comme la capacité d'utiliser à la fois des concepts abstraits et concrets. On peut avoir des conversations un peu plus profondes avec les 9 à 11 ans, chose qu'on avait peut-être, on n'avait pas pu développer autant lorsque votre enfant, par exemple, a 6, 7 ou 8 ans. Alors, c'est une époque ou c'est une période, je pourrais dire, qu'à ce moment-là, que leur cerveau est en pleine effervescence. OK? Euh, et ce qui arrive à cause de ça, leur conception de l'intelligence peut influencer leur développement intellectuel. Hein. De la façon qu'ils voient l'intelligence déjà à cet âge-là, ça va avoir un impact sur leur développement, ça va avoir un impact sur leur assurance personnelle. Évidemment, à 9-11 ans, il ne faut pas trop s'inquiéter si un jeune n'a pas autant d'assurance qu'un autre parce que des fois, quand on a 9-11 ans, on a la timidité qu'on a, puis un coup rendu à 25, 30, 35 ans, 40 ans, on développe plus d'assurance. Par contre, c'est important d'être vigilant puis de contribuer à ce que notre enfant se développe dans les meilleures conditions possibles. Alors, si votre jeune de 9 à 11 ans considère que l'intelligence est quelque chose d'immuable, ben, il risque de classer les gens dans des catégories d'intelligence fixes. Par exemple, ils vont dire, ben, on a une expression ici au Québec, lui il est épais. Ou en France, on pourrait dire, il est cinglé, OK? Il n'y a pas de cervelle, des choses comme ça. Donc, dans sa tête, c'est classé. Il n'est pas intelligent, il n'est pas suffisamment intelligent ou elle n'est pas suffisamment intelligente pour comprendre. Et là, ça peut avoir un impact parce que si votre enfant se retrouve dans une situation où est-ce que il ne semble pas avoir les capacités, les habiletés intellectuelles cognitives pour faire face ou pour résoudre ce problème-là, il va se dégrader parce qu'il va s'évaluer en fonction de son propre jugement. Maintenant, si le jeune comprend que l'intelligence peut être développée par l'apprentissage, bien là, à ce moment-là, il va être plus motivé à progresser. Alors, c'est important, ça, de voir que, justement, on est en apprentissage. Quand votre enfant fait une erreur, dire, OK, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Comment tu pourrais mieux faire la circonstance? Si tu avais à recommencer, qu'est-ce que tu ferais différent? Tu vois, on apprend de nos erreurs. On est en apprentissage. On est dans un processus d'apprentissage. C'est important de répéter ces concepts-là de la façon que vous le voulez, mais de le ramener dans cette situation-là parce que même dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine et plus, on est toujours en situation d'apprentissage. Et comme le disait l'animatrice de Vente fraîcheur, Manon Poulain, apprentissage, ça veut dire être un apprenti sage. Voyez-vous? Je trouvais ça savoureux comme déclaration. Alors, il est crucial de noter que dans certains cas, jusqu'à 80% des apprentissages se déroulent en dehors de l'école. OK? Bon, ce n'est pas toutes les recherches qui vont arriver à cette statistique assez élevée, mais il reste qu'il y a il y a un grand pourcentage de l'éducation qui se fait par rapport aux appareils en lien avec les appareils électroniques. Hein. Il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. Des apprentissages qui vont se faire à la maison, qui vont se faire chez les grands-parents, dans la famille élargie, qui vont se faire au travers les lectures hein, à la maison, si vous avez une mini-bibliothèque à ce moment-là. Donc, ce n'est pas seulement à l'école que votre enfant va apprendre. Alors ça, ce que ça souligne, c'est l'importance de l'influence de la famille. Hein?
Parce que la famille joue un rôle dans les apprentissages. Il ne faut pas le sous-estimer. Et aussi, pour certains qui vont fréquenter, par exemple, une communauté, ça peut être dans les activités sociales, les activités sportives, ou même une communauté de foi à ce moment-là, ça contribue au développement et aux apprentissages des jeunes. Alors, pendant cette période, les enfants de 9 à 11 ans vont acquérir la capacité de comprendre et de manipuler des schémas abstraits, par exemple comme l'addition. Ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'il y a un exercice de mathématiques, si on dit 2 plus 2, bien, on ne mettra pas nécessairement à chaque fois 2 pommes plus 2 oranges égale combien de fruits. Hein? Alors, on est capable de transposer justement ces notions abstraites, même si ce n'est pas rattaché à quelque chose de concret, on est capable de comprendre l'addition, la soustraction, la sériation, donc de placer en série, et d'autres concepts mathématiques. Il commence également à développer la pensée logique, qui comprend 3 habiletés. Puis je vais essayer de réduire ça à sa plus simple expression. C'est pour vous aider à mieux comprendre ce qui se développe dans leur pensée, dans leur qu'est-ce qui se développe sur le plan cognitif. Alors, parce que ce sont des habiletés intellectuelles qui sont précieuses. Par exemple, la pensée réversible, la sériation que j'ai mentionné tout à l'heure, puis la pensée relative. La pensée réversible, ça a l'air compliqué comme terme, mais c'est assez simple. Ça permet à l'enfant de comprendre que l'addition et la soustraction sont liées et peuvent être inversées. Par exemple, 5 plus 3 égale 8. Bien, on peut prendre les mêmes chiffres, 8 moins 3 égale 5. Donc, on renverse l'ordre. On part du début, 5 plus 3 égale 8. Là, on revient par l'arrière. 8 moins 3 égale 5. OK? Donc, c'est ça, c'est la pensée réversible. On est capable d'aller d'un côté et de l'autre. C'est là qu'il va apprendre que, par exemple, il y a 2 côtés à une médaille. La sériation, ça, c'est un terme qu'on est peut-être moins familier au Québec, qu'on utilise moins dans notre vocabulaire courant. Donc, ça se manifeste lorsque l'enfant est capable de classer les objets ou les idées selon un ordre spécifique. Donc, ça touche la façon de classer et en même temps de hiérarchiser si on veut, ou disons, leur donner un certain ordre. Par exemple, il peut classer les animaux selon leur taille, hein? Les grands, les petits. Et il va mettre les plus grands en premier puis les plus petits en dernier. Donc, en ordre décroissant, en ordre croissant. Donc, c'est des concepts qu'ils vont apprendre à l'école à ce moment-là. Et la pensée relative, bien ça s'observe lorsque l'enfant établit des relations entre les différents éléments. Par exemple, il comprend que sa mère peut être considérée comme une fille par sa grand-mère, une sœur peut être considérée par son oncle comme sa nièce. Alors, donc, il y a des pensées relatives, il va faire des liens et on peut avoir différents rôles, tout dépendant de comment on se positionne. Donc, il est capable tranquillement de se transposer dans une autre réalité. Il commence à ce moment-là. Alors, c'est aussi l'âge de la mémorisation. Et ça, c'est important. Et parce que la mémoire, elle a 2 fonctions essentielles. Ben, entre vous et moi, elle a plus que 2 fonctions essentielles, mais si on réduit ça à sa plus simple expression, eh bien, on sait que la mémoire sert à emmagasiner des connaissances ça peut être sous forme d'image mentale, et récupérer ces connaissances pour une utilisation ultérieure, pour le futur. Donc, à ce moment-là, c'est un entrepôt, puis c'est aussi, ce lieu d'entrepôt ne sert pas juste à entreposer de la connaissance, mais ça sert aussi à aller chercher de la connaissance et de la ramener selon l'utilité qu'on en a besoin. Donc, et c'est pour ça que la mémoire se cultive puis peut être améliorée. Et pour beaucoup d'enfants, dans la mesure qu'ils sont concentrés, évidemment, n'ont pas de problème à emmagasiner de l'information. Particulièrement
si l'enfant est stimulé, si l'enfant est piqué dans sa curiosité, s'il a ce goût d'apprendre, d'en savoir plus, il va être capable d'emmagasiner de l'information. Maintenant, là où est-ce que ça se gâte et là où est-ce que les enfants ont plus de difficultés, c'est à récupérer les informations qu'ils ont en mémoire lorsqu'ils en ont besoin. Alors, c'est pour ça que parfois, à cause qu'ils ont de la difficulté à aller chercher de l'information, ils vont avoir de la difficulté à faire les liens nécessaires pour bien comprendre des concepts qui sont plus abstraits. Et c'est pour ça que les exercices de mémorisation doivent être suivis d'une application concrète le plus possible. Hein? Donc, de faire des liens avec la vie concrète. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'apprenais les fables de La Fontaine. Mais ce qui aurait été important, c'est que je puisse faire des liens, que ce soit l'enseignante ou mes parents me puissent amener à qu'est-ce que tu comprends de ça, tu sais. Alors, et là, pour faire des liens entre justement le fromage dans le bec du corbeau et puis le renard qui est rusé, etc. Donc, ça aide non seulement à bien mémoriser, mais aussi à comprendre les concepts qui sont sous-jacents aux mots et à ce qu'on veut faire rimer, par exemple. L'enfant de cet âge-là, l'enfant de 9 à 11 ans, le préado, doit pouvoir réaliser ce qu'il a appris. Il doit réaliser que ce qu'il a appris va servir à quelque chose. C'est pas toujours évident. Je me souviens, moi, je demandais à l'enseignante, à quoi ça va servir, ça, madame, d'apprendre ça, en voulant dire, est-ce que ça vaut la peine que je mette l'effort de faire des exercices, d'essayer de comprendre, de mémoriser, puis de me préparer pour l'examen si ça va me servir à rien, t'sais? Alors, c'est pour ça que ce qu'on remarque, c'est particulièrement entre 10 et 12 ans, hein? Okay? Chez les plus vieux préados, si on veut, ceux qui sont le plus près de l'adolescence. Mais l'enfant de cet âge-là, 10 à 12 ans, développe sa capacité d'anticiper. Peut-être pas vers 9 ans, mais plus vers 10, 11, 12 ans. Donc, l'anticipation, de pouvoir voir au loin, de voir d'avance, bien évidemment, le côté négatif de ça, ça peut amener une certaine forme d'anxiété dans certains cas. Mais dans le meilleur des cas, ça lui permet de prévoir ce qui peut arriver. Donc, il va commencer à élaborer des stratégies en fonction d'un résultat à atteindre. Bon, ça peut être dans le bien comme dans le mal, évidemment. Il commence à se donner une méthode de travail et il va poursuivre des buts à plus long terme, tranquillement. Plus il est jeune, plus ça doit être à court terme. Alors, nous, on le disait au baccalauréat, hein, quand vous êtes au préscolaire, les activités doivent être courtes. On doit changer rapidement de type d'activité parce qu'ils se rendent vite, ils se tannent vite, comme on dit. La monotonie s'installe rapidement chez un jeune enfant. Mais quand il est plus vieux, il est capable d'un peu plus d'endurance à ce moment-là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est important d'élaborer des projets qui vont s'échelonner sur quelques semaines, hein, pour développer cette capacité-là, développer ses habilités à entreprendre des projets qui vont débuter et qui vont terminer. Ça peut être un gros casse-tête, ça peut être du bricolage, peu importe, mais ça, c'est important de développer ces habilités-là parce que ça va l'aider dans son futur et il a la capacité d'entrer dans ce genre de projet-là. Bon, évidemment, à cet âge-là, le grand défi, c'est l'attention puis la concentration parce que c'est relié à la motivation. Parce qu'un enfant, par exemple, qui aime lire des bandes dessinées, eh bien, lorsqu'il plonge dans l'histoire qu'il est en train de lire, eh bien, il n'y a rien qui va pouvoir le distraire, le déranger. Il est dedans, il est captivé par l'histoire. Et c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est motivé, il a un intérêt, il rentre dedans. Mais si on lui propose des activités qui ne le motivent pas, c'est sûr que ça va lui demander un effort supplémentaire, ça va lui demander vraiment
de développer cette endurance-là. Et c'est pour ça qu'on peut contribuer au développement de cette endurance-là parce que ça va l'aider toute sa vie. Ça va l'aider dans ses relations interpersonnelles, ça va l'aider aussi dans son travail éventuellement. Maintenant, voici quelques conseils pour aider les enfants à être plus attentifs, les enfants de 9 à 11 ans, les préados. Mais premièrement, se rappeler que l'attention et la concentration sont des habiletés qui s'apprennent avec le temps. Hein? Donc, c'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas un acquis automatique. Ce n'est pas parce qu'on a fait une fois un exercice que ça réussit à tout coup. Ça demande de la persévérance. On commence par une activité que les enfants aiment, ce qui va aider leur attention. Hein? S'ils aiment jouer aux cartes, essayez de remarquer, par exemple, est-ce qu'on a passé plus de piques, plus de trèfles, plus de cœurs, plus de carreaux? Donc, commencez par un. Remarque si on a passé plus de trèfles que d'autres sortes de cartes, par exemple. Découpez les activités en étapes pour que la concentration soit, comment dirais-je, je dirais plus lasérifiée. Donc, pour maximiser sa capacité de concentration. Donc, on commence par une première étape. OK, c'est fini. On a atteint la première étape. Voilà. OK? Par exemple, un casse-tête qui est assez laborieux dans certains cas. On va dire, regarde, si on peut faire au moins les 4 coins, là, on a la première étape de fait, on va être satisfait. La prochaine fois qu'on va y toucher, on va aller vers l'intérieur, par exemple. Si les enfants se laissent distraire par les stimuli extérieurs, et ça, c'est pas facile, eh bien, il faut tenter d'éliminer tout ce qui pourrait les distraire. Et même, ça peut arriver, dans certains cas, à fermer les stores pour pas qu'ils aient tendance à regarder dehors, pour qu'il développe sa concentration. Et aussi, surtout, de donner une seule consigne à la fois. C'est pas, tu dois faire ça, 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 ça. OK, il y a plusieurs choses, je veux dire. On commence par ça. Quand tu auras terminé, viens me voir. Ça, c'est important pour qu'il puisse sentir qu'il respecte les consignes, il réussit, il est capable de le faire, puis il le fait bien. Évidemment, les consignes doivent être très claires, faciles à comprendre, faciles à mémoriser, faciles à répéter. Donc, au début, ça peut être « OK, j'aimerais ça que tu me répètes pour être sûr qu'on s'est bien compris, parce que c'est très agréable quand on se comprend bien. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Oui, bravo, parfait, bang! » On peut faire ce qu'on dit en anglais le high five. Et le féliciter lorsqu'il fait preuve d'une bonne attention, d'une bonne écoute, comment ça vous fait du bien, puis comment que c'est bon pour lui. Et si on peut, autant que faire se peut, de présenter les activités comme un jeu. OK, c'est qui va ranger cette partie-là de la chambre le plus rapidement possible? Par exemple, vous faites le ménage de tiroirs, vous avez chacun un tiroir. OK, ça doit être fait selon telle règle. On y va, go! Donc, sous forme de jeu, ça va aider aussi, ça va stimuler. Donc, voyez-vous, les 9 à 11 ans ont des capacités extraordinaires. Le défi, c'est de les motiver. Le défi, parce que nous, on voudrait qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent se développer davantage, mais ce n'est pas toujours évident de savoir comment les motiver. Alors, si vous voulez avoir des exemples, des idées, vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Je vais prendre quelques minutes avec vous, échanger, discuter, essayer de comprendre votre besoin et je pourrais à ce moment-là vous accompagner pour trouver des idées excitantes pour motiver votre enfant à mieux se concentrer. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Et en terminant, si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Sur ce, eh bien, je vous dis bonne fin de semaine et à mercredi prochain. Au revoir.